Alright. En 1918, à la Nouvelle-Orléans, il y avait un tueur qui prospérait du nom du tueur à la hache, ou l'homme à la hache, comme vous préférez. La seule chose qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme plutôt grand, parce qu'à chaque fois il était aperçu comme une grande silhouette, et que son arme de prédilection c'était une hache. Il arrivait à s'introduire chez les gens, dans leur maison, d'une manière très étrange, à tel point qu'on pensait que cet homme était un esprit. On ne savait pas réellement dire que ce tueur était un homme fait de chair et de sang comme vous et moi. Les gens, tellement cet homme était insaisissable, pensaient qu'ils avaient affaire à un esprit tueur. On est le 23 mai 1918, à la Nouvelle-Orléans. Monsieur Joseph Maggio et son épouse, du nom de Catherine, ont été assassinés à leur domicile qui était un appartement qui se situait juste au-dessus d'une épicerie. Le tueur a agi d'une manière assez inexplicable, c'est qu'il les a d'abord, paf, avec un rasoir, et après, alors que les deux personnes étaient déjà décédées, il les a massacrés avec une hache. Donc ce qu'on peut se dire déjà, en tant qu'enquêteur, toi-même tu sais, c'est que cet homme est quelqu'un de très violent s'il massacre les gens à la hache une fois qu'ils sont déjà morts. L'homme bien sûr s'était enfui, du coup on ne l'a pas arrêté. Et pour vous dire à quel point c'était violent, c'est que les têtes des victimes à qui on avait tranché la gorge étaient quasiment détachées de leur corps. Et là, petit cheveu dans la soupe, c'est que le mari, Joseph, quand les secours sont arrivés, il n'était pas mort. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de décrire l'agresseur parce qu'il est mort suite à ses blessures. Bien sûr, il se passe un truc comme ça, les gens se disent pas c'est cool. Il y a une enquête, les policiers arrivent sur les lieux et ils décident d'investiguer un petit peu, savoir ce qui s'est passé. Les policiers font une découverte, notamment sur une possible entrée du tueur. Ils remarquent effectivement que la porte arrière de la maison avait été découpée et qu'il y avait des vêtements tachés de sang, des vêtements qu'ils soupçonnent appartenir au tueur. C'est-à-dire que le tueur serait rentré par la porte arrière en découpant la porte, il aurait commis son crime, il aurait été taché de sang parce qu'il a fait gicler du sang partout, il est ressorti et il s'est dit mince, je suis sale, j'enlève mes fringues. Les policiers trouvent également une chose en plus, l'arme du crime, la hache. Néanmoins, la hache comme ça servait pas à grand chose. Tu savais, oui, ça a permis de dire effectivement qu'ils ont été massacrés à la hache. Aucun indice n'a été laissé par le tueur, et en plus de ça, aucun mobile logique ne semblait se présenter. Le tueur n'avait rien du tout volé. Donc on pourrait se dire que le mobile serait peut-être personnel, peut-être qu'il en voulait à ce couple, ou peut-être pas, peut-être qu'il s'est juste dit tiens, eux, ça ferait des bonnes victimes. Mystère. Le seul indice, le petit truc à se mettre sous la dent, c'est une écriture non loin du lieu du crime qui a été faite à la craie, où il y avait noté, on suppose que c'est le tueur qui a noté ça, Madame Joseph Maggio siégera ce soir, il suffit d'écrire Madame Towney. Pour le moment on comprend pas trop. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, on a trouvé l'arme du crime, celle qui a causé la mort notamment à Catherine Maggio. Le fameux rasoir, lui il a été retrouvé dans le jardin d'une propriété voisine. Ce rasoir il appartenait au frère de Joseph Maggio, du nom de Andrew. C'était un rasoir particulier parce que c'était un rasoir de barbier, profession qu'exerçait le frère de Joseph Maggio. Naturellement, il est devenu suspect. Son alibi, c'est que la nuit du crime, il était sorti faire une petite fête, qu'il est rentré chez lui la nuit, dans sa maison qui était juste à côté de là où vivait le couple qui a été assassiné. Il dit qu'il a entendu des bruits venir de chez son frère, mais qu'il était tellement saoul qu'il s'est dit qu'il allait pas aller voir. Andrew Maggio a été arrêté, mais il a vite été libéré parce qu'un témoin a dit avoir vu un homme tenter un peu de se camoufler non loin de la scène du crime le soir du meurtre, et que cet homme ne ressemblait pas du tout, de près ou de loin, à Andrew Maggio. Du coup, la police se dit, bon, c'est peut-être pas lui. On avance dans le temps, le 27 juin. Aux alentours des 7h du matin, John Zonka, qui était un boulanger, exerçait sa profession, il livrait ses produits, quand il a découvert le corps de deux personnes, Louis Bessumer ainsi que sa maîtresse, Harriet Lowy, qui gisait dans une mare de sang. Il a appelé la police a enquêté, ils ont constaté que les deux corps qui sont présentés là dans cette mare de sang semblent avoir été attaqués à la hache, et bien qu'ils n'étaient pas morts, ils avaient quand même échappé au pire parce qu'ils présentaient de très graves blessures à la tête. Comme pour le premier meurtre, il semblait que le meurtrier ait réussi à rentrer dans la propriété par une porte arrière en découpant la porte. Sur les lieux du crime avait aussi été laissée une hache en sang, bien en évidence dans la salle de bain, pas du tout camouflée, mais c'est tout. Encore une fois, aucun vol, aucun mobile logique n'était présenté aux enquêteurs. La maîtresse Harriet, quand elle a pu reprendre connaissance, a expliqué que leur agresseur avait la peau sombre et que c'était un homme grand. La police décide de ne pas la croire parce qu'elle semblait trop sous le choc pour pouvoir dire des choses qu'on pourrait croire. Elle semblait quand même pas mal divaguer. Et les enquêteurs avaient potentiellement raison de ne pas la croire parce que une fois que le couple, la maîtresse et Louis Bessumer, étaient remis sur pied, allait beaucoup mieux, ils ont décidé de revivre dans l'appartement où s'est passé le crime, qui était chez eux. Et le problème, c'est que Harriet
cette agression, ça lui a laissé des séquelles. Elle avait une partie du visage qui était totalement paralysée. Elle a donc décidé de faire une opération chirurgicale pour essayer de retrouver pleinement le contrôle de son visage. Sauf que cette opération a été un échec et du coup elle était ensuite quasiment mourante à la suite de cette opération qui était une opération très lourde. Et là, elle a encore une fois changé sa version. Elle ne disait plus que l'agresseur était un homme à la peau sombre et grand, elle disait que c'était son mec, Louis Bézumer. L'homme fut arrêté et emprisonné et il a eu un procès. Ce procès n'a rien donné parce que les jurés se sont dit « Attends, c'est compliqué que le mec, il se fracture lui-même le crâne. » Parce que je vous rappelle que Louis Bézumer était aussi une victime de cet incident. Donc les jurés, oui, naturellement, ils se disent « Attendez, il va pas se fracturer le crâne à la hache tout seul. C'est assez fou s'il fait ça quand même. » Du coup, il est déclaré innocent. Et les jurés, ils n'ont pas mis longtemps à le déclarer innocent, ils ont délibéré que 10 minutes. Donc c'était en gros, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? Innocent, levez la main, tout le monde a levé la main, ok c'est bon, emballé, pesé. On avance dans le temps. Le 5 août, Madame Edward Schneider, qui était une femme enceinte de 8 mois, donc presque arrivée à son terme, s'est réveillée à un moment donné en sursaut, elle ne sait pas pourquoi, mais ce qu'elle a vu à son réveil, c'est une silhouette presque fantomatique juste au-dessus de son lit. Totalement paniquée, elle a hurlé, mais là, un objet contendant est tombé sur sa tête. En quelques secondes, le silence a regagné toute la pièce, et peu après minuit, son mari, du coup, Edward Schneider, parfois je peux dire Madame Edward Schneider, ça veut dire l'épouse d'Edward Schneider. Donc Edward Schneider a trouvé le corps de sa femme. Il l'a retrouvée alors qu'il est rentré du travail, elle gisait dans son propre sang, totalement inconsciente. Elle avait une plaie énorme sur le visage, une plaie qui semblait venir d'un coup très violent parce qu'elle en avait même perdu des dents. Et j'ai dit qu'elle était inconsciente parce que oui, elle n'est pas morte. Les enquêteurs ont été appelés, ils ont investigué les lieux, ils n'ont pas trouvé d'armes comme sur les précédentes scènes de crime. Du coup, ils ont deux théories. Soit le tueur a pris une lampe qui se trouvait à côté pour frapper la femme, mais tu te dis, il a dû la frapper sacrément violemment pour la laisser dans l'état dans lequel il l'a laissée. Ou alors, il l'a frappée avec une hache, mais la hache, il l'a ramenée avec lui. Fort heureusement, la femme a survécu à ses blessures, elle a pu donner naissance à son enfant sans aucun souci. Encore heureux que dans ce genre d'histoire, parfois on a aussi des petits points positifs. On avance encore un petit peu, le 10 août. Pauline et Marie Bruno, qui étaient deux jeunes filles, des sœurs âgées de 16 et 13 ans, ont été réveillées par des bruits de coups qui ne venaient pas de leur chambre mais de la chambre de leur oncle. Oncle qui s'appelle Joseph Romano. Les deux jeunes filles sont allées voir ce qui se passait, ils ont trouvé leur oncle qui avait reçu des coups à la tête. Il avait son crâne ouvert à deux endroits différents, mais là, petit coup de chance, elles sont arrivées pendant que l'agresseur cherchait à s'enfuir, donc elles ont pu le voir un petit peu, voir à quoi il ressemblait. C'était un homme à la peau sombre, qui portait un costume noir et un chapeau qui tombait un peu sur son visage. Malheureusement, bien qu'encore conscient après l'agression, Joseph Romano est décédé suite à ses blessures. Comme pour les autres scènes de crime, aucun vol à déclarer, aucun mobile logique. Là on en est quand même à une certaine série d'agressions, forcément ça fait parler, du coup, parmi la population, ça commence un peu à paniquer quand même. Surtout que cet agresseur vient chez les gens pendant qu'ils dorment, personne n'arrive à vraiment trouver le sommeil, ils se disent tous mais attends mais si je m'endors, ça se trouve le mec va venir, il va m'attaquer pendant que je dors. Se crée alors une sorte de tour de garde, si on peut dire ça comme ça, où des habitants de la ville décident à tour de rôle de veiller un petit peu sur la population. La traque de l'homme à la hache est lancée. Il y a un homme qui a fait une déclaration, un ancien détective italien du nom de John D'Antonio, qui va dire qu'en 1911, il y avait une série d'homicides qui avaient été commis qui présentaient certaines caractéristiques similaires à ce qu'il y a actuellement dans la ville. Il ajoute à cela que l'auteur de cette série d'homicides en 1911 n'avait jamais été arrêté et que potentiellement l'individu qui avait commis cette série de crimes était peut-être le même. Il ajoute également son petit profil psychologique, il dit que c'est un tueur qui rôde, qui aurait une double personnalité, qui tuerait les gens sans motif, effectivement ça se tient, qui serait de jour, si on peut dire, un citoyen lambda totalement respectable, et de nuit, il laisserait parler ses pulsions meurtrières, à la manière un peu d'un Dr Jekyll et Mr Hyde. En gros, c'est un homme totalement sain d'esprit la journée, on lui donnerait la garde de nos enfants sans problème, mais parfois il a des pulsions meurtrières qu'il n'arrive pas à contrôler, et à ce moment-là, il devient fou et il commet ses fameux crimes. Comme dans beaucoup d'affaires où il y a justement une hystérie collective qui se crée, beaucoup de personnes se présentent à la police pour dire qu'ils pensent avoir vu le fameux tueur, l'homme à la hache. Certains trouvent des haches, ils disent « regardez, il était chez moi, etc. etc. » Il y a plein de rumeurs qui se créent autour de cette affaire. Par exemple, il y a une rumeur qui est née qui disait que ce fameux tueur rôdait dans les rues déguisé en femme. On dit par exemple qu'un 21 août, un homme a sauté une clôture, qu'il était armé d'une hache, donc naturellement, vous voyez, ça participe au développement de cette hystérie collective. Et ça participe tellement que les policiers commencent à se dire que peut-être la peur fait dire des bêtises aux gens. Ça les fait voir des choses
qu'ils ne verraient pas forcément en temps normal. Par exemple, tu vois un mec qui a un manteau noir, tu vas dire mon Dieu, mais c'est lui, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste ton voisin. Et vous voyez, il y a eu plein de témoignages comme ça, de personnes qui pensent avoir vu l'homme et tout. Si on se dit que toutes ces rumeurs sont vraies, donc ça veut dire que le tueur à l'arrache aurait eu plein d'occasions ratées, bah du jour au lendemain, l'homme a disparu. Il y avait toujours quelques petits témoignages par-ci par-là, mais cette affaire s'est un peu éteinte, si on peut dire. Plus grand monde commençait à en parler, on n'avait plus retrouvé forcément de corps qu'on pourrait lui associer, donc c'est comme si en fait cet homme s'était volatilisé, qu'il avait mis fin à sa série de crimes macabres. Mais une nuit, monsieur Giordano, qui était épicier, a entendu des cris venir d'une maison voisine. Une maison qui appartenait à la famille Cortimiglia, et où il s'était passé quelque chose qu'on pourrait qualifier comme crime de l'homme à la hache. Comme si, là, sur cette famille, il venait d'indiquer qu'il était toujours en vie, toujours présent et toujours prêt à faire plus de victimes. L'épicier s'est rendu du coup chez la famille, et il a trouvé dans la maison Rosie, la mère de famille, gravement blessée à la tête et qui tenait entre ses mains sa petite fille décédée. Derrière elle, il y avait son mari qui gisait sur le sol, qui lui était dans une mare de son propre sang. La famille a été emmenée à l'hôpital, ils ont été pris en charge, et encore une fois, les enquêteurs se sont rendus sur place. De un, ils se sont dit, mince, on pensait que cette affaire commençait à être classée, et là, bah, on doit reprendre du service par rapport à ça. Donc ça veut dire que cet homme n'est pas mort, il n'a pas arrêté, il s'est pas enfui, il n'a pas quitté le pays, il est toujours là. Et de deux, il bloque encore, il bute en touche, parce que, comme pour les crimes précédents, il n'y a pas d'indice. Mis à part l'arme du crime, la fameuse hache, et une porte arrière qui avait été découpée. Les enquêteurs ne savent pas comment avancer, ils se disent qu'ils ont en face d'eux un homme organisé, qui sait ce qu'il fait, un homme fou qui plus est, qui a une passion pour le meurtre. La terreur qui commençait un peu à se dissiper se redéveloppe énormément parce que là maintenant les gens se disent que ce tueur peut aussi s'en prendre aux enfants. Du coup, on repart un peu dans la même période de terreur qu'on avait juste avant, c'est-à-dire les gens qui pensent voir quelqu'un qui serait le tueur, etc., etc. Et là, l'affaire va avancer un petit peu. On va avoir des éléments, mais ça va pas permettre de la résoudre. C'est que la mère de famille, une fois qu'elle est remise de ses blessures, elle parle. Et ce qu'elle dit, c'est encore quelque chose d'assez fou. Elle dit que la personne qui l'a attaqué, c'est ni plus ni moins que l'épicier qui vivait à côté, qui l'a retrouvé, ainsi que son fils. C'est quelque chose que les enquêteurs ont du mal à croire parce que l'épicier en question, il était assez âgé, 69 ans et en mauvaise santé, donc il ne pourrait pas attaquer une famille comme ça. Et le fils, lui, était un homme grand et très imposant, mais trop imposant. Tellement imposant qu'il ne pourrait pas passer par les portes, par les issues par lesquelles le meurtrier passait. Mais là, il va se passer un peu un coup de théâtre. Parce que, bien que le mari de la femme qui avait survécu, qui tenait son enfant, et lui aussi était vivant, bah lui, il a parlé aussi, et il a dit que ce que sa femme disait, c'était du bullshit. Mais bien que lui-même disait ça, les policiers ont quand même arrêté l'épicier et son fils. Ces deux personnes ont été condamnées, mais pas à n'importe quelle peine. Le fils a été condamné à mort par pendaison, et l'épicier, le père, a été condamné à la prison à vie. Après que la condamnation ait été déclarée, pas qu'elle ait été exécutée, qu'elle ait été déclarée, le père de famille et la mère de famille qui ont subi cette dernière agression ont divorcé. Parce que le père de famille ne pouvait pas se dire qu'il allait vivre comme ça encore avec une femme qui mentait. Et effectivement, peu de temps après ça, la femme a avoué qu'elle mentait et qu'elle a dit ça par jalousie. Fort heureusement, tout ça a été entendu avant que la sentence ne soit appliquée, la sentence à mort et la sentence de prison à vie, et du coup, l'épicier et son fils ont pu être relâchés et reprendre leur vie tranquillement. Encore un peu plus tard, un rédacteur en chef d'un journal a reçu une lettre écrite par un homme qui semblait très prétentieux et qui se revendiquait comme l'homme à la hache. Voici ce que cette lettre disait. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, néo-orléanais, et votre folle police appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurais envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leur investigation dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé. Moi et sa majesté satanique, Francis Joseph, etc. Qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, néo-orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles.
ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition à vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargné. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis, et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé, l'homme à la hache. C'est une sacrée lettre, hein. C'est très bien écrit, ça met des gros coups de pression. Après, c'est possible effectivement que ce soit un charlatan qui veut juste s'attirer un petit peu de notoriété. Bien sûr, la lettre a été publiée et ça n'a pas laissé les gens de la ville indifférents. Certaines personnes commençaient déjà à prévoir d'appliquer ce que l'homme disait, c'est-à-dire avoir un groupe de jazz qui jouait chez eux la date en question. Et bien que cette lettre assez effrayante en a terrorisé certains, d'autres ont décidé de ne pas se laisser faire. Les personnes les mieux armées de la ville, par exemple, ont décidé de diffuser des lettres dans les journaux, invitant l'homme à la hache à venir chez eux pour les confronter. Vient le jour fatidique, et beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Orléans faisaient la fête comme si leur vie en dépendait, parce que pour eux, leur vie en dépendait. Je peux vous dire qu'il y avait des groupes de jazz de partout. Toute la nuit, la ville a vécu au rythme du jazz, et le jour s'est levé ensuite, on a fait un peu les comptes, et personne n'était mort. Là, les théories vont naître, soit l'homme à la hache était content de ce qui s'était passé, du coup il n'avait tué personne, soit tout ça n'était qu'une vaste mascarade. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, pendant 10 mois, on n'a plus entendu parler de cet homme. Je dis bien pendant 10 mois parce qu'il s'est effectivement repassé quelque chose. Un épicier, Steve Boca, s'est réveillé en plein milieu de la nuit, et ce qu'il a vu, c'est une silhouette sombre tenir une hache. Et quelques secondes plus tard, quand il a vu la hache lui retomber dessus, il est sombré dans l'inconscient. Traduction, il se l'est pris dans la tronche, il est tombé inconscient, c'est normal. Plus tard, il est revenu à lui, il s'est dirigé vers la maison d'un de ses amis, alors que du sang dégoulinait de son visage, et une fois qu'il est arrivé à destination, il s'est évanoui de nouveau. Cet ami l'a pris en charge, il a appelé la police est allée au domicile de cette nouvelle victime, et encore une fois ils ont trouvé les mêmes indices qu'à l'accoutumée. La porte arrière découpée, la hache ensanglantée laissée sur les lieux, et encore une fois, rien d'autre. Pas de vol, rien du tout. La victime s'est remis de ses blessures, mais il a été victime d'une perte de mémoire, et la ville, elle, était de nouveau paniquée, en se disant que l'homme à la hache était de retour, encore une fois. Il y a eu encore plusieurs agressions, ratées ou réussies. Par exemple, une femme qui a été agressée dans son lit, un pharmacien qui a vu un homme pénétrer chez lui, il lui a tiré des coups de feu, l'homme s'est enfui et sur place il a laissé une hache. Du coup, encore une fois, une série d'agressions. On ne va pas aller dans le détail parce que le mode opératoire est toujours le même, vous avez compris. On va directement avancer vers la dernière agression. Le 27 octobre 1919, encore une fois un épicier, Mac Pipiton, a été massacré dans son lit. Sa femme n'était pas avec lui, elle était dans une autre pièce, dans une autre chambre, avec ses 6 enfants, et elle a été réveillée par un bruit qui l'a un peu interloqué. Elle est allée voir ce qui se passait, en arrivant dans la chambre où se trouvait son mari, elle a vu un homme, une grande silhouette sombre, qui avait une hache à la main. Elle a vu son mari avec le visage déformé, qui gisait dans son propre sang. D'ailleurs, du sang avait été projeté sur les murs autour de lui, et la silhouette s'est enfuie par la fenêtre. Les enquêteurs sont arrivés, même constatation que d'habitude, mais sauf que là, à partir de ce moment-là précisément, on n'a plus jamais entendu parler de l'homme à la hache. Pourtant, ça faisait un moment que cet homme exerçait sa passion macabre. Les enquêteurs avaient tenté d'avancer, ils avaient interrogé beaucoup de monde, reçu beaucoup de témoignages, de déclarations, mais ils étaient aussi avancés qu'au premier jour de l'enquête, c'est-à-dire, à part les peu d'indices qu'il y avait sur la scène de crime, et voilà ce mode opératoire similaire, ils n'avaient rien du tout. À l'image un peu d'un Jack l'Éventreur, on ne sait pas qui est l'individu derrière cet homme à la hache, puisqu'il n'a plus jamais refait parler de lui, d'une quelconque manière derrière tout ça. Ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que on avait affaire à un tueur paranormal, comme l'homme à la hache prétendait, quelque chose qui vient des enfers, du coup quelque chose qui peut disparaître et venir sans laisser de traces, ou est-ce qu'on avait affaire à un homme qui peut-être a eu un accident, il est mort sur le coup, et du coup ça a mis fin comme ça à sa série crime.
Dans ce premier récit, on va voir l'histoire d'une femme à qui il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Un soir, cette fameuse femme rentrait du travail. Elle est arrivée tranquillement chez elle et une fois à l'intérieur de sa maison, elle a posé son sac à main sur la table de la cuisine. Après cela, elle a commencé à fouiller un peu à l'intérieur et elle s'est rendue compte que son téléphone n'y était pas. Elle ne se rappelait plus la dernière fois où elle l'avait en sa possession. Du coup, la pensée qui lui traverse l'esprit, c'est qu'elle l'a perdu sur le trajet pour rentrer chez elle. Elle se dit aussi que peut-être quelqu'un l'a trouvé. Du coup, elle va vers son téléphone fixe, elle tape son numéro de téléphone portable et elle appelle. Peut-être que si quelqu'un l'a récupéré, il répondra et elle pourra convenir d'un rendez-vous pour le récupérer. C'est possible. Même si en soi, je pense que si quelqu'un trouve un téléphone par terre, il aura plus tendance à le voler que vouloir le rendre. Mais c'est mon avis. Et là, assez étrangement, bien que ça sonne pendant un moment, quelqu'un décroche le fameux téléphone portable disparu. Sauf que la personne décroche, mais elle ne dit aucun mot. On entend que le téléphone sonne, et puis ensuite on tombe pas sur la messagerie, on remarque quand quelqu'un décroche le téléphone, mais généralement quelqu'un dit « Allô ?» et là, aucun bruit. La femme est surprise que déjà quelqu'un ait répondu au téléphone, et elle dit donc « Allô ?» mais elle ne reçoit aucune réponse. La seule chose qu'elle entend, c'est une respiration assez forte à l'autre bout du fil. De nouveau, la femme dit « Bonjour, est-ce que vous m'entendez ?» Et là, avec une voix grave mais assez basse, la personne à l'autre bout du fil répond. Cette personne répond « Je t'entends. » Et juste après ça, la personne raccroche. La femme est très surprise, elle se dit « Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Elle rappelle une nouvelle fois le numéro de son téléphone portable. Sauf que cette fois-ci, à chaque fois, personne ne répond. Elle tombe sur sa messagerie. Au bout d'un moment, elle abandonne. Elle se dit que la personne qui a trouvé son téléphone, finalement, lui vole, qu'il a décroché comme ça par curiosité, et que voilà, il faisait juste une petite farce, mais qu'il n'avait nullement l'intention de rendre le téléphone. La soirée avance, il commence à être tard, du coup la femme décide d'aller se coucher. Elle monte les escaliers, elle va dans sa chambre, et là, elle tombe devant un spectacle qui l'effraie. Elle remarque que son téléphone est sur sa table de nuit. Elle l'inspecte, et elle se rend compte que le téléphone est sur silencieux. L'histoire s'arrête ici, la femme est foutue. Pourquoi ? Parce que la personne qui lui a pris son téléphone se trouve dans sa maison. Après, c'est une histoire assez courte, il manque pas mal de détails, on ne sait pas forcément comment l'individu qui a pris le téléphone est rentré chez elle. On peut supposer qu'il l'a suivi, mais voilà, c'est une petite histoire comme ça, qui est là un peu pour mettre en jambe pour les histoires à venir. Dans ce second récit, on va parler de l'histoire d'un prince qui s'appelle Prospero. Il vivait dans un énorme château dans les montagnes, et étant un prince, il avait des servants, des courtisans, qui étaient là pour répondre à ses moindres désirs. Le château, c'était un château classique comme vous pouvez sûrement le visualiser. Des grands murs de pierre, il était entouré d'une sorte de fossé. Alors j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'on appelle ça des douves, mais j'ai un doute. À l'entrée, il y avait une énorme porte en métal, mais vous voyez un petit peu du coup l'image du château classique qu'on peut avoir. Le prince a entendu des rumeurs concernant une sorte de peste qui traversait le pays. Les gens appelaient cette peste la mort rouge. C'était une maladie très contagieuse et des villes avaient été contaminées en une seule nuit. Les personnes qui étaient infectées par cette maladie souffraient énormément, ils étaient pris de gros vertiges et de douleurs vraiment très fortes. Du sang commencerait à couler ensuite de leurs yeux, ensuite de leur nez et de leur bouche, jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Et tout ça, à chaque fois, dans la plus grande des souffrances. Et cette fameuse maladie commençait à se rapprocher de là où vivait le prince. Du coup, il a proposé à ses nombreux amis de venir se réfugier dans son château. Comme ça, lui, ça lui tiendrait un peu compagnie. Une fois que tout le monde était venu, il a fermé les portes, il a barricadé les fenêtres, comme ça ceux qui étaient à l'intérieur restaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer. Dans le château, c'était la belle vie, bien qu'il y avait cette fameuse maladie. Les gens là-bas riaient, ils dansaient, ils faisaient la fête, ils étaient très heureux, alors que de l'autre côté des murs du château, la mort rouge, elle, se répandait. Et les gens, eux, qui n'avaient pas l'opportunité d'aller dans le château, souffraient et mouraient. Pour que ses invités soient divertis, le prince Prospero a organisé un bal masqué. Il a demandé à ses servants et servantes de redécorer 7 salles pour avoir un bal masqué des plus spectaculaires. La première salle était peinte en bleu, du sol au plafond. La seconde était en rose, la troisième était verte, la quatrième était orange, la cinquième était blanche et la sixième était violette. Quant à la septième salle, elle était totalement noire. Les murs, le plafond, le sol, tout avait été recouvert de peinture noire. Et tout correspondait à la couleur de la salle. C'est-à-dire que les tables étaient nappées de drap noir, les barricades qu'on avait mis aux fenêtres étaient noires, tout voilà était accordé comme ça. Comme ça on avait une immersion totale par rapport à la couleur de la salle. À l'un des murs de cette fameuse septième salle, il y avait une horloge. Une horloge du coup qui était totalement noire,
qui faisait un bruit de tic-tac, comme une horloge le ferait. Et à chaque heure, l'horloge sonnait pour indiquer l'heure qu'il était. Aucune des salles n'avait de lumière. Dans chacune des salles, la seule lumière qui émanait, ça ne venait pas d'électricité, d'ampoule, ça venait du feu qui permettait aussi de réchauffer la pièce. Mais dans la fameuse 7e salle, la salle qui était tout en noir, le feu faisait apparaître des sortes d'ombres sur les murs. Ces ombres effrayaient les invités, du coup il n'y en avait que quelques-uns qui étaient assez braves pour mettre les pieds dedans. Et enfin, le fameux bal masqué a commencé. Tout a commencé dans la salle bleue, et tout le monde prenait beaucoup de plaisir. Tout le monde portait un masque, c'est normal, c'est un bal masqué. Des musiciens jouaient des chansons assez joyeuses. On ne se doutait pas qu'à l'extérieur des murs du château, il y avait une peste qui tuait tout le monde. Les tables étaient recouvertes de nourriture et de boissons. Enfin, c'était une sacrée fête. Et à chaque fois que les horloges dans les salles sonnaient, à chaque heure, tout le monde s'arrêtait. Les musiciens s'arrêtaient de jouer, ceux qui dansaient s'arrêtaient pour écouter le fameux son de l'horloge. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre, mais c'est qu'en fait, ce son d'horloge annonçait qu'il fallait changer de salle. Système assez atypique en soi. En gros, la fête se faisait dans une salle, tic-tac, boum, l'horloge sonne, les gens changeaient de salle, ils redansaient, ils refaisaient la fête, boum, ça ressonne, ils changeaient de salle et ainsi de suite. La nuit a avancé, ils ont commencé dans la salle bleue, ensuite ils sont allés dans la rose, après dans la verte, la orange, la blanche, la violette, et enfin, ils devaient ensuite se rendre finalement dans la salle qui était tout en noir. Les gens vont donc dans la fameuse salle noire, et la fête rebat son plein. Et là sonne l'heure de minuit. Encore une fois, tout le monde s'arrête. Mais là, les invités remarquent quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué jusqu'à présent. Les musiciens ont arrêté de jouer de la musique, les gens ont arrêté de danser, ils observent un petit peu la pièce. Et ils remarquent qu'au milieu de celle-ci, il y a un homme masqué que les gens n'avaient pas remarqué avant. Il était grand, il portait une longue cape noire, et son masque, lui, ressemblait à un squelette rouge. Je pense que vous commencez un petit peu à voir vers quoi on se dirige. Le prince Prospero remarque cette fameuse personne, et là, il est très énervé. Il se dit, c'est qui ce mec-là qui s'est incrusté à ma soirée? Il dit donc, avec énervement, qui es-tu? Comment oses-tu m'insulter en venant dans ma demeure sans invitation? Quitte mon château sur le champ, ou je te ferai tuer. Il met les coups de pression, le prince Prospero. Et cette fameuse personne, au masque rouge, ne réagit pas du tout. Il ne fait aucun mouvement, il est immobile. La seule chose qu'il fait, c'est regarder le prince droit dans les yeux. Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel, c'est qu'une lumière rouge s'empare de la pièce. Les invités sont terrorisés, ils paniquent tous sauf en soi le prince Prospero. Lui, il reste sur ses positions, il n'accepte pas que quelqu'un lui désobéisse. Il sort son épée, il la pointe vers l'homme masqué et il dit « Pars maintenant ou je te découperai moi-même ». Et là, l'homme masqué va commencer à bouger. Il va marcher lentement vers le prince Prospero. Tous les invités, eux, reculent de quelques pas, ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Et là, l'homme se retrouve vraiment nez à nez avec le prince. Et avec des mains qui semblent presque squelettiques, il retire son masque rouge. Là, le prince a changé d'attitude. Il est passé d'énervé à terrorisé. Il a laissé échapper un cri de terreur et il a lâché son arme. Les invités ont également crié de terreur parce que sous le masque de cette fameuse personne qui s'était incrustée à la soirée, il n'y avait rien. Il y avait simplement le vide. Et là, tout d'un coup, le prince Prospero tombe au sol. Il commence à se tordre de douleur, sa peau commence à rougir, du sang commence à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Et là, tout d'un coup, tous les invités présents dans la pièce s'écroulent au sol également. Ils tombent dans le même état que le prince Prospero. Leur peau rougit, du sang coule de leurs yeux, de leur nez, de leur bouche. Toute la pièce résonne des cris de douleur de tous ceux qui s'y trouvaient. On dit que la mort rouge est venue dans le château du prince Prospero comme un voleur dans la nuit et que un par un, le prince Prospero et ses invités ont perdu la vie en attrapant la terrible maladie qui portait le nom de la mort rouge. L'histoire s'arrête ici. C'est une histoire bien sympa, je trouve. C'est une petite histoire un peu fictive comme ça. On la racontera pas aux enfants, mais je trouve ça assez cool. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'ai kiffé vous la raconter. Je trouve que ça change, ça fait un peu légende urbaine comme ça. Je trouvais ça différent. C'était assez intéressant aussi d'un peu personnifier une maladie comme ça, quelque chose qui n'est pas en soi palpable, en une sorte de créature. On ne sait pas trop comment identifier la personne qui représente la mort rouge. Mais histoire bien sympa. Franchement, j'ai bien kiffé. On va conclure cette vidéo avec une histoire que je vais vous raconter à la première personne. Comme ça, il y aura plus d'immersion. Je suis actuellement assis devant mon ordinateur. J'ai très peur, car chaque moment
pourrait être mon dernier. Mon ami est à côté de moi, et c'est la seule raison pour laquelle ma vie est en danger. Je sais que ça n'a aucun sens à vos yeux pour le moment, mais laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé plus tôt aujourd'hui, quand un de mes amis est venu chez moi et a claqué la porte derrière lui. Ses yeux étaient remplis de terreur, et il a patienté quelques instants, le dos plaqué contre la porte comme s'il essayait de la bloquer. Il respirait très fortement, je lui ai donc demandé, naturellement, ce qui lui était arrivé. Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il vivait avec sa tante les années précédentes parce que ses parents étaient à Mexico. Il faisait un travail un peu humanitaire dans un hôpital à Mexico. Et la nuit précédente, un homme étrange est rentré dans cet hôpital. Il criait en espagnol, il semblait être totalement terrifié par quelque chose. Les médecins l'ont pris en charge, ils l'ont installé sur une chaise, et pendant qu'il reprenait son souffle, il a raconté une histoire dans une langue que tout le monde pourrait comprendre, l'anglais. Il a dit que sa sœur avait été assassinée par quelque chose qu'il qualifiait comme la muerto blanco, ce qui voudrait dire la mort blanche. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était lui le suivant. Assez confus, le personnel hospitalier lui a demandé qui était la muerto blanco. Et là, avec un visage totalement horrifié, cet homme a dit que c'était une femme sans âme, d'une jeune fille qui était décédée des années auparavant. Elle est morte toute seule, sans amour et dans la solitude. Elle détestait tellement la vie qu'elle voulait enlever toutes les traces de son passage sur Terre. Son plus grand désir, c'était d'être oubliée de toutes les mémoires. C'est pour ça qu'elle est revenue d'entre les morts, en tant qu'esprit vengeur, pour tuer tous ceux qui sont au courant de son existence. C'est une fille sans pour autant être une fille, elle n'est pas morte sans pour autant être vivante, on ne sait pas trop ce que c'est. Elle a des yeux froids, totalement noirs, qui réclament le sang. Elle bouge sans pour autant qu'on ne puisse la voir se déplacer. Elle suit ses victimes comme un prédateur chasserait sa proie. Elle les poursuit, peu importe la ville, les montagnes ou les rivières. Et c'est une fois qu'ils sont chez eux qu'elle va les attaquer. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir si elle vous suit, jusqu'à ce que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte. Elle toque une fois pour votre peau, qu'elle va utiliser pour couvrir sa peau décrépie. Elle toque 2 fois pour vos cheveux, qu'elle ferait grincer entre ses dents. Elle toquerait 3 fois pour vos os. Et elle toquerait 4 fois pour votre cœur, qu'elle arracherait de votre poitrine. Elle toquerait 5 fois pour vos dents, qu'elle irait polir pour les garder dans une boîte. Elle toquerait 6 fois pour vos yeux, qu'elle vous retirerait un par un. Et elle toquerait 7 fois pour votre âme, qu'elle aspirerait. Peu importe où vous allez, la mort blanche vous traquera. Vous pouvez essayer de vous enfuir, mais elle est plus rapide qu'aucun mortel ne l'a jamais été. Même si vous vous enfuyez de votre maison, elle pourra vous retrouver. Et cet homme qui racontait l'histoire était vraiment convaincu que c'est cette mort blanche qui avait tué sa sœur. Il a essayé d'en parler à la police, mais la police bien sûr ne l'a pas cru. Ils l'ont viré du commissariat en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il croie à des histoires de vieilles sorcières. Il a essayé d'aller voir un prêtre, mais le prêtre ne l'a même pas écouté. Il lui a fermé la porte de l'église sous le nez, et selon lui, ce fameux prêtre aurait vu la mort blanche suivre l'homme qui était venu demander de l'aide. Et ne voulant pas être impliqué dans cette histoire, il ne l'a pas aidé. À l'hôpital, l'homme se tenait la tête entre ses mains et il a ajouté que la mort blanche vous traque jusqu'à ce que vous racontiez son histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est là que la mort blanche frappe. Elle vous tue et part en chasse de la personne à qui vous avez raconté l'histoire. Après avoir raconté son histoire, l'homme s'est levé précipitamment de sa chaise, a couru vers le parking de l'hôpital, a volé une voiture et s'est enfui. Apparemment, plus tard dans la journée, les parents de mon ami ont appelé sa tante pour raconter de l'étrange expérience qu'ils venaient de vivre et notamment l'histoire de cette fameuse mort blanche. Les parents ont appelé la tante en soi pour savoir si elle avait déjà entendu parler de cette histoire, chose qui n'était pas le cas. Et encore plus tard dans la journée, la tante a reçu un nouvel appel, mais pas des parents de mon ami. C'était la police mexicaine qui disait que les parents avaient été retrouvés morts à l'extérieur de l'hôpital. Ils avaient été réduits en pièces. La tante a évidemment appelé mon ami à l'école pour lui informer de la mauvaise nouvelle. Il est tout de suite rentré chez lui, sa tante lui a raconté toute l'histoire, et lui ne pouvait pas en croire ses yeux. Il était totalement attristé de cette situation. Il venait de perdre ses parents. Mon ami est ensuite sorti faire un tour, et à son retour, quelque chose n'allait pas. Il a trouvé la porte de la maison ouverte. Il s'en est doucement approché et il a vu qu'à l'intérieur il y avait une traînée de sang. Il l'a suivi, et cette traînée de sang menait au corps sans vie de sa grand-mère, qui avait, comme ses parents, été réduit en pièces. Dans un premier temps, mon ami ne croyait pas à cette histoire de mort blanche, mais maintenant pour lui, c'était quelque chose de bien réel. C'est là qu'il a fui sa maison et qu'il s'est rendu directement chez moi. Il m'a raconté cette histoire et je ne pouvais pas le croire. En l'espace d'une journée, son père, sa mère et sa tante avaient perdu la vie. Ça semblait trop fou pour que j'y croie. Et avant que je ne puisse ajouter le moindre mot, mon ami et moi
avons entendu quelqu'un toquer à la porte. Pendant 1 heure, on a regardé cette porte, sans bouger. Ni lui, ni moi ne voulions l'ouvrir, pour savoir ce qui se cachait derrière. Quelqu'un toquait à la porte, en continu, pendant que nous, on était terrifiés. Elle n'a pas abandonné. Tout ce temps, on l'entendait toquer. La mort blanche était là, et elle était inarrêtable. Je pense qu'elle voulait nous effrayer, mon ami et moi. Je pense qu'elle voulait qu'on se divise, qu'on s'en veuille à l'un et l'autre. Et effectivement, j'en voulais à mon ami. Je lui en voulais de m'avoir raconté cette histoire. Je me suis assis, derrière mon ami. On écoutait toujours la mort blanche qui toquait à la porte. Le son était de plus en plus fort, comme si elle perdait patience. J'étais dans mes pensées. Je pensais à beaucoup de choses. Je me disais que j'aurais aimé qu'il se fasse attraper avant d'arriver chez moi. Comme ça, il n'aurait pas été capable de me raconter cette histoire. Je n'aurais pas été en danger. Je regrette de l'avoir rencontré. Et je suis désolé pour vous aussi. Je vous ai raconté cette histoire, et maintenant que vous connaissez son histoire, elle viendra pour vous la prochaine fois.